Bien. Pierre Albertini va venir à côté de moi. Je suis donc accompagné pour cette présentation du texte que nous voulons soumettre à référendum pour moraliser la vie publique par Pierre Albertini, qui a animé la commission de juristes, qui a rédigé le texte aussi simple que possible, que vous avez sous les yeux. C'est un texte très novateur et c'est un texte décisif parce qu'il tranche au moins une douzaine de questions qui, depuis des années, ou dont l'absence de résolution depuis des années, empoisonne la vie politique française, en fait une vie politique française parmi les pays démocratiques hors normes et nourrit la défiance des citoyens à l'égard de leur vie publique. C'est un texte décisif parce que, adopté au référendum le jour du premier tour des élections législatives, il fera naître un paysage politique nouveau et qu'il rendra incontournables les changements qui seront précisés dans la loi. Nous avons en effet conclu que seul le référendum pouvait opposer la volonté des Français à la mauvaise volonté des partis politiques dominants. Il y a plusieurs décennies que ces questions sont sans cesse invoquées. Il y a plusieurs décennies que ces partis multiplient les déclarations, la main sur le cœur, expliquant qu'ils allaient résoudre ces questions. Et il y a plusieurs décennies qu'ils ne font rien, repoussant constamment aux échéances futures les décisions qu'il est nécessaire de prendre pour que cette vie politique se trouve moralisée. Pierre va vous présenter dans une minute le détail. Je veux simplement dire que ce texte limite la composition des membres du gouvernement parce qu'il convient de faire des économies à 20 membres au maximum, qu'il instaure l'indépendance de la justice en donnant au garde des Sceaux, ministre de la Justice, un statut à part puisque sa nomination ne sera validée qu'après un vote de confiance qui obligera à un accord majorité-opposition des deux chambres, que la composition de l'Assemblée nationale est changée puisqu'il n'y aura plus que 400 députés au lieu de 577, 300 élus au scrutin majoritaire, grosso modo par le regroupement de 2 circonscriptions en une, puisqu'il y a 577 circonscriptions aujourd'hui, et vous voyez qu'il s'agit donc d'un regroupement 2 à 2 des circonscriptions, et que 100 membres sont élus à la proportionnelle corrective. Si ça vous intéresse, on vous expliquera le détail, parmi les listes les listes nationales ayant recueilli plus de 5% des voix. Le Sénat est lui-même réduit dans son nombre. Ce texte règle la question du cumul des mandats, puisque le mandat de député devient incompatible avec tout autre mandat électif, et le mandat de sénateur, qui est la chambre de représentation des collectivités locales, le mandat de sénateur, lui, demeure compatible avec un seul mandat électif. Et naturellement, nous prenons en compte les mandats qui aujourd'hui sont en zone grise, les mandats qui sont ceux des établissements publics intercommunaux, des intercommunalités, qui pour l'instant sont de vrais mandats, mais pas pris en compte, nous les prenons en compte. Nous supprimons la possibilité pour les parlementaires de se faire représenter dans un vote, soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat. C'est un vote, tous les votes seront publics et ils ne seront pas délégables. Donc ça oblige à la présence effective lorsqu'on vote des députés et des sénateurs. Ce texte reconnaît, et c'est une demande très forte de l'opinion publique française, ce texte reconnaît le vote blanc. Les bulletins blancs seront pris en compte dans le calcul des suffrages exprimés.
le texte règle les questions qui sont tellement poison dans la vie politique française du financement parallèle, illégitime, contourné de la vie publique en interdisant les financements publics à la fois aux partis politiques, enfin en interdisant qu'un parti politique en finance un autre. Et donc en interdisant ou en supprimant les avantages obtenus par les micro-partis qui sont des moyens de tourner la loi. Fait très important aussi, le texte indique qu'il ne pourra pas y avoir de financement public pour des partis qui n'auront pas présenté autant de femmes que d'hommes dans les élections. C'est donc une obligation de parité pour bénéficier du financement public. Le texte indique que les deux principes que j'ai défendus cette semaine, que le plafond des campagnes présidentielles devra être fixé par la loi et donc baissé, et en même temps que le financement de la campagne présidentielle se fera sur fonds publics exclusivement, ce qui permettra au passage à l'État de faire des économies, parce que les fonds privés pris en charge pour les 2/3 par des remises d'impôts sont évidemment une source de dépenses très importante, la défiscalisation pour participer aux campagnes présidentielles, et ça donne des avantages indus à ceux qui peuvent bénéficier de réseaux financiers très importants. Le texte fixe les incompatibilités. Le mandat de membre du gouvernement sera incompatible avec tout autre mandat électif et toute autre responsabilité d'administration et de gestion, soit dans un parti politique, soit dans une association recevant des fonds publics. Dans l'article 11 sur la prévention des conflits d'intérêts, c'est-à-dire du mélange de l'intérêt public et de l'intérêt privé, des intérêts publics et des intérêts privés, nous avons repris l'ensemble des propositions qui ont été faites par la commission Sauvé, que Jean-Marc Sauvé a présidée, après de nombreuses auditions auxquelles nous avons participé, évidemment, pour trouver une régulation qui interdise ces abus de position qui mélangent les intérêts privés et les intérêts publics. Nous avons instauré ce que demande Transparency International et l'association Anticorps, c'est-à-dire 10 ans d'inéligibilité pour les personnes condamnées pour corruption. Nous avons proposé de trancher la question de l'indépendance de l'audiovisuel public en enlevant la nomination des présidents de chaînes de l'audiovisuel public au président de la République, pour donner cette nomination à un ensemble nouveau qui vise à trouver le même type d'équilibre que le board britannique, et qui représentera donc à la fois le pluralisme et la représentation des usagers, dont je rappelle qu'ils sont, eux, les vrais ayants droit sur l'audiovisuel public. Ça n'est pas l'État et ça n'est pas le pouvoir qui sont les vrais ayants droit sur l'audiovisuel public. J'en dirai un mot dans une seconde. C'est les usagers qui paient la redevance. Et la redevance, elle est payée par les usagers de toutes conditions et de toute opinion. Il est donc nécessaire qu'il soit représenté dans l'instance nouvelle que nous avons appelée Commission nationale de l'audiovisuel public et qui garantira à la fois pluralisme et représentation des usagers. Les nominations qui sont la liste constitutionnelle des 47, je crois, Pierre, emplois et fonctions qui revêtent, dit la Constitution, une importance particulière pour la garantie des droits et des libertés ou la vie économique et sociale de la nation, obligera à un vote positif accordant les deux commissions des deux assemblées. Et enfin, nous proposons, c'est un changement très important, le changement de la composition de la Cour de justice de la République, qui est chargée de juger les membres du gouvernement, dont nous considérons depuis longtemps que cette Cour de justice, il est absolument anormal qu'elle soit, pour 12 de ses membres sur 15, formée de politiques, d'élus, et nous considérons qu'elle doit être formée de magistrats. Et donc ce sont 7 magistrats du siège à la Cour de
cassation, dont l'un assure la présidence, que nous proposons comme formation pour la Cour de justice de la République. Voilà donc un texte dense, rapide, compréhensible à la première lecture et qui permettra aux citoyens français de trancher ces questions qui, depuis des années, restent dans une espèce d'enlisement et qui nourrissent le sentiment de défiance des Français à l'égard de leur vie publique. Je fais simplement un post-scriptum pour indiquer que, comme vous le savez, s'agissant de l'audiovisuel public et de la principale chaîne de l'audiovisuel public, j'ai exprimé l'exigence que cette chaîne qui avait organisé 2 débats en première partie de soirée pour les primaires du Parti socialiste soit en situation d'organiser pour la vraie élection, pour le premier tour de l'élection présidentielle, un débat, de manière que les Français puissent avoir une idée précise de ce que chacun porte devant les citoyens comme projet pour le pays. J'ai la certitude, je vous indique cela, j'ai la certitude que cet argument est un argument absolument irrésistible. J'ai donc confiance que ce débat aura lieu, qu'il sera organisé en première partie de soirée, et évidemment j'y participerai, parce que l'idée qu'on pourrait aller au premier tour de l'élection présidentielle sans avoir eu de débat entre les candidats, alors que les tours préliminaires internes à chaque parti ont donné lieu à des débats multiples et variés, est une idée absolument irrecevable. Les Français ont le droit à avoir un débat où ceux qui se présentent devant eux défendent une position, une cohérence et un projet. Pour moi, en tout cas, je considère que c'est essentiel et j'ai absolument confiance que ce débat aura lieu. Je ne vois pas quel argument on pourrait opposer, et notamment que le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourrait retenir pour empêcher un tel débat d'avoir lieu. J'ai absolue confiance que ce débat aura lieu et nous aurons participé sans le moindre doute à exprimer son importance et son urgence. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Pierre Albertini pour la présentation. Vas-y. Mesdames, Messieurs, je voudrais simplement vous dire que j'ai animé en effet et piloté une commission de juristes depuis 3 semaines. Certains sont là dans cette salle et je les remercie. Certains doivent rester anonymes pour des raisons que vous comprendrez. Mais je les remercie infiniment de la réflexion que nous avons conduite ensemble sur la base du cahier des charges que François Bayrou nous avait indiqué très clairement il y a 3 semaines, à savoir lutter férocement contre la confusion des genres, limiter naturellement le cumul des mandats sous toutes ses formes, assurer une beaucoup plus grande transparence dans le financement des campagnes, et notamment de la campagne présidentielle, et donner un coup de pouce très fort et très sensible à la parité dans notre pays. Je n'ai pas besoin de vous dire au passage que nous sommes mal classés dans les classements internationaux qui concernent la corruption et que cette dégradation régulière de la France dans ces classements internationaux, pour nous, a du sens. Nous ne pouvons pas nous résoudre à ce que le déclin, le discrédit du pouvoir politique continue à ce rythme, au point d'ailleurs que vous en avez des signes évidents. Cette campagne électorale suscite de plus en plus un réflexe de relatif désintérêt. On ne parle pas des vrais problèmes, on n'aborde pas les vraies questions, le pouvoir politique est soupçonné de ne pas pouvoir prendre en main le cours des choses et d'agir efficacement sur lui. Bref, toute une série de dispositions. Alors les unes que je ne commenterai pas sont très claires, je n'ai pas besoin d'y revenir. Je voudrais juste commenter 2 ou 3 choses, si vous le permettez, très brièvement, pour vous montrer dans quelle perspective nous avons travaillé. Sur la prévention des conflits d'intérêts, nous avons repris pour l'essentiel le rapport de la commission Sauvé que le président de la République avait lui-même mis en place. Le rapport, mesdames, messieurs, je voudrais vous rafraîchir la mémoire, le rapport a été rendu en janvier 2011. Que s'est-il passé depuis 15 mois, 14 mois? Rien. On a remis ce rapport, ça donne lieu à quelques photographies et à quelques commentaires, et puis bien entendu, l'affaire de la prévention du conflit d'intérêts
a été rangé dans le placard des intentions rapidement oubliées. Nous avons donc généralisé une déclaration d'intérêt publiée, et pour nous, elle doit être mise en ligne, corrigée annuellement, sous le contrôle d'une haute autorité de déontologie. C'est d'ailleurs ce que proposait la commission Sauvé. Nous y avons ajouté un élément. Nous sommes allés plus loin que la commission Sauvé sur un point, en permettant à tout citoyen qui aurait un doute sur le mélange des genres, sur l'existence d'un conflit entre des intérêts publics et des intérêts privés, de saisir la haute autorité. Là, nous sommes allés plus loin que la commission ne le suggérait. Je crois qu'il est temps de recourir à ce dispositif, qui est déjà pratiqué d'ailleurs par exemple au Parlement européen, que le Sénat a mis en place, mais pour autant, il faut le généraliser. Généraliser aux parlementaires, le généraliser à tous ceux qui occupent un poste de responsabilité dans la haute fonction publique, directeur d'administration centrale par exemple. Il faut évidemment l'étendre aux élus locaux au-delà d'une certaine importance. Nous avons fixé le seuil à 3500 habitants. Je pense que dans les toutes petites communes, qui sont, vous le savez, très nombreuses, 30 000 dans notre pays sur 36 000, on ne va pas obliger à cette déclaration d'intérêt. Mais au-delà, il y aura cette déclaration d'intérêt et la haute autorité de déontologie va surveiller, évidemment, les indices indiqués et vérifier si oui ou non la possession d'actions dans telle ou telle entreprise, par exemple, peut permettre... directement ou par membre de famille interposé. Absolument, peut permettre de continuer à exercer une mission de service public, c'est le cas des hauts fonctionnaires, ou un mandat, ou une fonction ministérielle, a fortiori. Sur le système d'élection des députés, nous avons voulu, c'était une idée très précise de François, combiner ce à quoi les Français sont, je crois, profondément attachés, le choix de leurs députés. Nous l'avons fait pour les 3/4 des circonscriptions qui résulteront, François vous l'a rappelé tout à l'heure, en fait de la fusion des circonscriptions existantes. Donc nous conservons le scrutin uninominal majoritaire pour ces circonscriptions, ce qui permettra l'expression des grands courants, bien entendu, et surtout ce qui donnera aux partis qui devancent les autres une prime majoritaire. C'est le but poursuivi. En revanche, la proportionnelle, si elle n'était calculée que sur 100 sièges et si elle n'était pas correctrice, aboutirait à des résultats vraiment négligeables. Nous sommes partis de l'idée que les partis qui n'auraient pas d'élus directement au scrutin uninominal majoritaire, faute d'une implantation suffisante, pourraient, par exemple, avec 10% des sièges obtenus, des suffrages obtenus, pourraient avoir une vingtaine de députés à l'Assemblée nationale. Donc, vous le voyez, le parti qui obtiendrait seul la majorité serait exclu de la répartition des sièges à la proportionnelle. Et puis la clause de sauvegarde, qui est, je crois, une clause de sauvegarde qui est nécessaire en démocratie. Pour participer à la répartition des sièges, il faut avoir obtenu au minimum 5% des suffrages exprimés. Nous avons tous en tête l'exemple de la Knesset israélienne, proportionnelle intégrale sans clause de sauvegarde. C'est évidemment un dispositif dont nous ne voulons pas. Donc cette combinaison, nous la faisons de telle sorte que les grands courants seront représentés à l'Assemblée nationale, pas avec 1, 2 ou 3 ou 4 députés seulement, mais de manière significative, ce qui obligera aussi à connaître la position, le vote public de ces courants. Je pense en particulier à ceux qui cultivent les extrêmes et qui seront conduits à dire dans quel sens ils votent pour tel ou tel projet de loi ou pour telle proposition de loi. Le scrutin étant public et la délégation de vote strictement interdite. Enfin, je voudrais dire un mot sur le financement de la campagne présidentielle, parce que nous sommes partis de ce constat que la perversité, l'imagination foisonnante des uns et des autres est arrivée à contourner les règles du financement qui partaient d'une intention tout à fait louable, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. En réalité, on a vu surgir 250 micro-partis,
dont la légitimité est plus que discutable. On a vu des partis politiques en financer d'autres. Je ne ferai pas de dessin, mais l'actualité vous conduira nécessairement sur les mêmes traces que nous. Et nous avons voulu interdire et limiter, bien entendu, le montant des dons et celui des cotisations. Aujourd'hui, par exemple, un cotisant à un parti politique peut cotiser sans aucune limitation, ce qui est quand même, entre nous soit dit, le comble de l'absurdité. Donc, l'idée, c'est que la campagne présidentielle sera financée sur fonds publics. François s'est exprimé sur ce thème. Nous sommes partis de l'idée que 10 millions d'euros attribués à chaque candidat mettrait, passant la barre des 5%, mettrait à égalité les soi-disant principaux et les supposés petits, à condition de dépasser 5%, ce qui moralise complètement le financement des campagnes et qui ne coûte pas plus cher, puisque à l'heure actuelle, le plafond des campagnes, et vous le savez, à plus de 16 millions pour le premier tour et 25 millions, je crois, pour le second. Nous avons prévu une limitation à 10 millions pour le premier tour et 15 millions pour le second. Je crois que là aussi, c'est une exigence de transparence, de démocratie, d'égalité. Il n'y a pas aujourd'hui d'égalité dans le déroulement de nos campagnes électorales. Donc, il faut, je crois, y veiller. Voilà quelques éléments. Sur la Cour de justice de la République, dernier commentaire. C'était une institution hybride. On demandait à des parlementaires de juger, ce qui est quand même contraire à leur mission. Les parlementaires sont pour moi les représentants du peuple. Ils ne sont pas des juges. On leur demandait de juger, et en plus, ils étaient, François l'a rappelé, extraordinairement majoritaires, puisqu'ils étaient 12 sur 15. 6 sénateurs, 6 députés et seulement 3 magistrats professionnels. Nous avons prévu que la Cour de justice de la République connaîtrait des crimes et des délits, par exemple, commis par les ministres dans une composition qui serait exclusivement judiciaire. Ce sont 7 magistrats de la Cour de cassation qui seraient appelés à juger les ministres. Voilà. Bien entendu, si le texte suscite des questions de votre part, je veux bien y répondre. On sort donc de cette anomalie. On sort de cette anomalie dans laquelle on considérait que seul le monde politique pouvait juger le monde politique comme juge, ce qui est absolument anormal dans un État de droit.